à tous et bienvenue dans l'interview. C'est la veille des vacances pour beaucoup d'entre vous et puis pour les députés, c'est surtout une phase de transition. Beaucoup se préparent finalement à leurs nouvelles fonctions dans lesquelles ils rentreront pleinement au mois de septembre. Françoise de Smet, bonjour. Bonjour. Au PTB, côté francophone et néerlandophone mélangés au Parlement bruxellois, vous avez 11 élus, 9 nouveaux sur ces 11 élus. Comment est-ce qu'on se prépare ? On se réunit régulièrement pour notamment préparer la rentrée. Donc c'est déjà informé sur comment on va travailler tous ensemble. Et puis il y a des choses nouvelles pour nous aussi. Donc on est maintenant un groupe reconnu, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça veut dire que vous n'aviez pas de moyens ? On n'avait pas de moyens et on avait aussi surtout pas le droit de vote en commission. Donc maintenant, ça c'est nouveau. On va avoir droit à des bureaux aussi au Parlement, ce qu'on n'avait pas précédemment. Donc on découvre des nouvelles choses et en même temps, on va partir évidemment de l'expérience qu'on a déjà acquise les 5 dernières années précédentes. Et donc ce qui ne va pas changer non plus, c'est notre manière aussi de travailler où on mène des combats sur le terrain avec les gens. Donc on relaye leurs revendications au sein du Parlement et puis on revient vers eux pour expliquer ce qui se passe. Ça ne va pas changer, on va le continuer. Quand on contacte vos nouveaux élus, ils nous disent « Oui, pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de temps parce que je suis encore en train de travailler. Oui. » Comment ça va se passer ? Ils sont en préavis, ils vont arrêter, se consacrer à 100% à leur mandat. Quelle va être la logique ? Nous, notre conception d'être parlementaire, c'est avant tout un engagement politique. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas une carrière. Et donc, on a certains de nos élus qui vont continuer à travailler pour garder un pied sur le terrain. Donc, à temps partiel ? À temps partiel, oui, tout à fait. Ouais. Et pour préparer les gens concrètement, parce que le droit public, la lecture d'un budget, ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Comment est-ce que ça va se passer ? Il y a là des formations qui sont données ? Donc, comme je disais, on va partir de l'expérience qu'on a déjà acquise il y a 5 ans. Donc ça, on va transmettre évidemment aux nouveaux. Oui, mais vous êtes 2 anciens. On est 2 anciens, oui, mais il y a l'équipe ancienne aussi qui va continuer. Donc on va compter sur eux aussi pour nous aider. Et puis, il y a des formations qui sont organisées directement au niveau du Parlement aussi, auxquelles nos élus vont participer. Pour tous les députés. Oui. Alors, le 11 juin, c'était la prestation de serment. Avant celle dans l'hémicycle, le PTB a prêté serment, jurer fidélité au peuple, aux travailleurs et travailleuses sur la place publique. C'était un symbole fort pour vous, ça, de faire ça à l'extérieur de l'institution ? Oui, bien sûr, parce qu'on veut, une de nos missions aussi quand on est au Parlement, c'est d'ouvrir les fenêtres du Parlement. Et donc pour que les gens comprennent qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, parce que la plupart des décisions se prend un peu en huis clos, on n'est pas toujours informé de comment ça se passe, donc on veut ouvrir les fenêtres, et puis on veut rendre des comptes, parce qu'on a reçu mandat des gens qui ont voté pour nous, pour justement amener les revendications, que ce soit au niveau du logement, des transports gratuits, etc., à l'intérieur et de mener la bataille là-bas avec eux. Quand vous voyez que les représentants de la société civile sont reçus maintenant par les formateurs, notamment de la fédération, du futur gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous y voyez aussi un élément symbolique fort ? C'est évidemment une bonne chose de consulter la société civile. Donc, ils ont aussi toute une série de revendications qu'ils veulent qu'ils soient portées. Après, ce qu'on a vu dans les discussions qu'on a eues avec le PS, que ce soit à Bruxelles ou en Wallonie, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de remise en question du fameux cadre austéritaire européen. Et ce qui empêche dans les faits de faire des investissements, que ce soit au niveau du logement, des transports, etc. Et donc maintenant, on peut avoir des belles promesses, on peut avoir un accord de gouvernement qui va se mettre en place, mais si on ne remet pas en question ce cadre-là, on ne va pas pouvoir faire les investissements. Ça, c'est clair et net. Et donc la société civile a aussi des revendications pour faire des investissements. Et donc c'est vraiment magnifique d'aller les consulter, mais le débat surtout qu'on veut mener, c'est est-ce qu'on va remettre en cause ce cadre austéritaire, oui ou non ? Pour vous, on ne peut pas les écouter sans remettre en cause ce cadre ? Non. Donc si on veut faire des investissements, on doit désobéir à ce cadre austéritaire. On ne peut pas faire autrement. Et donc tant qu'il n'y a pas de garantie que les partis qui vont former les gouvernements maintenant remettent ce cadre en question, ce seront des belles promesses qui ne pourront pas être mises en application. En 2009, on l'a vu, quand il y a eu la formation du gouvernement en Wallonie, il y a eu la promesse de construire des milliers de logements sociaux, mais on a très vite vu que ces promesses-là sont tombées à l'eau tout au fil de la législature. Et ils étaient effectivement coincés par le cadre d'austérité. Alors, face à cette consultation de la société civile, le MR y voit un déni de la démocratie pour cacher le fait que PS et écolo n'ont pas une majorité. Est-ce que c'est quelque chose qui pose problème pour vous ? Mais le déni de démocratie, il est surtout dans le fait, comme je vous disais, que les décisions sont prises un peu en huis clos au sein des parlements et qu'on n'associe justement pas assez, que ce soit la société civile, mais les gens de manière générale à la politique. Donc on vous demande de voter et puis pendant 5 ans, vous n'avez plus rien à dire. Mais vous avez un représentant élu. On a des représentants élus, mais nous, ce qu'on veut, c'est que les gens se réapproprient la politique. La politique, elle vous concerne tous les jours dans votre quotidien. Donc, si vous n'êtes pas content de ce qui est mené au niveau des gouvernements et du Parlement, vous avez le droit de le dire. Et donc, pour ça, on veut impliquer les gens. Et donc, le déni de démocratie, il est surtout à ce niveau-là.
Et donc on consulte la société civile, très bien, justement, mais allons encore un pas plus loin. Ouais, il faut continuer pendant la législature. Absolument. À suivre. Alors, un juge de paix, c'était dans la presse hier, dans la capitale, oblige un propriétaire de réduire le loyer de son appartement, passer de 650 à 500 euros, et cela en se basant sur la fameuse grille des loyers mise au point par la région. C'est une première, c'est un bon élément, c'est quelque chose d'important, là, ce qui s'est passé. Absolument. Donc ça, c'est quelque chose qui va faire date dans le calendrier. Et donc, ça fait plusieurs années qu'avec le PTB, on mène une bataille pour qu'il y ait un encadrement des loyers, donc qu'il y ait un prix défini qui soit appliqué et pas n'importe quoi. Un encadrement strict, au-delà de la grille qui existe pour l'instant. Donc maintenant, la grille elle n'est qu'indicative. Oui. Donc on voit, par exemple, qu'elle a pu servir ici au juge de paix pour faire baisser le loyer, mais on a un cas sur la majorité des familles qui galèrent pour pouvoir payer leur loyer. Oui, mais peut-être que maintenant que ça s'est passé une fois, ça va faire jurisprudence, beaucoup d'autres juges. Ça peut faire jurisprudence, effectivement, mais vous êtes quand même seul, donc ça reste basé sur la volonté en fait, du locataire de pouvoir aller en justice de paix pour remettre en question son loyer. Et donc les gens sont souvent seuls face à la justice, ils n'ont pas toujours les moyens ni la connaissance de pouvoir le faire. Et c'est pour ça qu'on trouve important qu'il y ait une grille contraignante. Ça veut dire qu'il y ait une loi qui dise, OK, vous pouvez demander autant pour le loyer et pas plus. Comme ça, le juge de paix et les personnes auront beaucoup plus facile à régler la question des loyers. Et face à cette demande d'une grille contraignante, certains vous disent attention, là, le secteur de la construction risque de désinvestir à Bruxelles ou risque de démotiver certains bailleurs. Qu'est-ce que vous répondez ? C'est une mesure qui existe dans plein de grandes villes en Europe. Donc à Berlin, elle existe depuis déjà très longtemps. Aux Pays-Bas, elle est appliquée depuis des années aussi. Ça n'a pas empêché la construction de logements. Et Paris, au 1er juillet, va le remettre en place aussi. Donc il avait été enlevé il y a quelques mois, et donc ils reviennent avec. Donc c'est bien la preuve que ça fonctionne et que ça n'empêche pas la construction du logement. Alors le PTB et l'ordre des médecins, ça c'est un grand conflit. Ça fait à peu près 2 générations de médecins que vous étiez un petit peu à couteau tiré parce que l'organisation Médecine pour le Peuple faisait la grève des cotisations. Les médecins qui animaient les maisons médicales finalement du PTB refusaient de payer. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette hache de guerre soit enterrée ? Je vais peut-être d'abord expliquer le début. Donc, ça fait quand même presque 50 ans maintenant qu'on mène cette bataille pour avoir une médecine sociale et accessible pour tous. Donc, on voit par exemple, et notamment à Bruxelles, c'est très criant aussi qu'il y a de plus en plus de gens qui n'arrivent plus à payer leurs frais médicaux et du coup qui ne vont plus assez chez le médecin ou qui ne savent plus payer leurs médicaments. Donc ça, c'est une bataille qu'on mène depuis 50 ans maintenant pour remettre en question ce modèle-là de la médecine. Et donc, ce qui a fait qu'on a été évidemment en guerre pendant tout un temps avec l'ordre des médecins qui avait plus une conception de la médecine du fric et donc avec des barrières qui empêchaient les gens d'aller se soigner. Et donc, pour montrer qu'on n'était pas d'accord avec ça, on avait effectivement des médecins qui ne payaient pas leurs cotisations à l'ordre des médecins. Et l'ordre des médecins a du coup attaqué ces médecins pour leur faire payer leurs cotisations. Donc on était effectivement en guerre pendant des années. Mais le fait qu'on a mené cette bataille pour avoir une conception de la médecine sociale a fait évoluer les idées. Et donc depuis 2014, ça s'est un peu détendu. Et la vision de la médecine a aussi évolué du côté de l'ordre des médecins qui met maintenant beaucoup plus le focus sur l'intérêt du patient. Ce qui a permis maintenant à ce qu'on arrive à un accord ensemble. Donc vous allez payer les cotisations et de leur côté, il y a cette reconnaissance qui est donnée. Absolument. Est-ce qu'il y a d'autres revendications encore par rapport à l'ordre des médecins ? On veut encore aller plus loin dans la vision de la médecine accessible. Donc, il manque par exemple beaucoup de maisons médicales à Bruxelles qui travaillent au forfait. Ça veut dire que quand le patient va, il ne doit pas payer sa consultation. Donc il y a un manque à ce niveau-là. Je pense que c'est quelque chose qu'on va continuer à mener comme bataille pour que ça se développe beaucoup plus encore sur le terrain. Alors on passe rapidement à plusieurs petits sujets. Le Conseil de la zone de police Bruxelles-XL a voté l'acquisition de 12 tasers. C'est ces fameux pistolets à impulsion électrique. C'est une bonne ou une mauvaise idée, cela ? C'est une très mauvaise idée. Donc, ce qu'on a vu, c'est que depuis que c'est utilisé aux États-Unis, il y a quand même eu entre 2001 et 2009 351 personnes qui sont mortes à cause de l'utilisation de ce pistolet. Donc, ça crée des crises cardiaques, ça peut créer des séquelles aussi quand vous faites la chute, quand vous tombez, vous pouvez avoir des commotions cérébrales ou des choses comme ça. Amnesty International dénonce l'utilisation du taser, donc nous, on est complètement contre. Mais ici, les bourgmestres répondent, attention, c'est pas pour agir lors de manifestations, c'est pour les unités d'intervention face à des individus dangereux, donc est-ce que c'est pas mieux que des armes létales, finalement ? La question aussi avec les armes létales, c'est que vous l'utilisez évidemment beaucoup moins parce que vous savez que vous allez tuer directement quelqu'un. Avec le taser, on est un peu
dans une frontière pas très claire, que vous allez l'utiliser en fait beaucoup plus souvent parce que vous vous dites que vous n'allez pas tuer directement la personne, mais on voit qu'elle a des conséquences. C'est une arme meurtrière. Et ça, c'est complètement sous-estimé par les décisions politiques qui ont été prises. Alors, le point sur les 100 fonctions critiques à Bruxelles, on sait qu'il y a des métiers pour lesquels on trouve difficilement des gens à embaucher. Il y a 20 métiers de plus qu'il y a 5 ans. Comment est-ce qu'on résout cela? Je vous propose 3 possibilités de réponse. A, il faut une formation imposée aux chômeurs. B, il faut une formation payée par les patrons. C, il faut recruter à l'étranger. Je vais miser sur la deuxième, avec la formation qui est payée par les entreprises. Parce que c'est effectivement un problème. C'est que, donc, par exemple, la SNCB ou la STIB, quand elle doit engager quelqu'un, elle le forme sur le tas. Vous ne savez pas vous entraîner à conduire un train dans votre jardin. Donc la SNCB prend en main votre formation quand elle vous engage. C'était le cas aussi avant dans les entreprises privées. Quand on engageait quelqu'un, on le formait les 3 premiers mois, par exemple. Mais dans les petites entreprises, ce n'est pas possible quand il n'y a que quelques... Oui, alors dans le cas des petites entreprises, là, effectivement, on peut les aider au niveau des formations. Mais là, je parle au niveau des grosses, et c'est surtout celles-là, en fait, qui disent maintenant qu'il y a des problèmes de pénurie. Donc en Flandre, par exemple, un des métiers en pénurie, parce qu'il y a la question de la qualité aussi de l'emploi qui joue, ce sont les call centers. Et donc là, par exemple, vous avez des gens qui sont mis sous pression très fortement et qui reçoivent un petit salaire. Donc évidemment, ça n'aide pas à remplir les postes. Donc il y a la question de la qualité de l'emploi qui est fournie aussi, qui doit vraiment intervenir dans l'aspect de la fausse pénurie. Ouais. Parce qu'on a... En fait, le problème principal, c'est qu'on n'a surtout pas assez d'emplois pour tout le monde. Oui, mais quand on voit, par exemple, une des nouvelles fonctions là, qui est arrivée, c'est on manque de professeurs de néerlandais en primaire. Comment est-ce qu'on résout ce problème ? Il y a la question évidemment de la formation au niveau de l'enseignement aussi. Donc vous avez quand même un métier qui a été dévalorisé depuis des années, qui est le métier d'enseignant. Donc d'ailleurs, je fais un bravo à tous les enseignants qui finissent l'année maintenant, souvent sur les genoux d'ailleurs, très fatigués. Donc au niveau de revaloriser ce métier, de pouvoir engager des professeurs supplémentaires et évidemment de les former correctement, c'est un élément aussi important pour en trouver. Alors rapidement, parce qu'il nous reste 15 secondes, le Tour de France démarre à Bruxelles la semaine prochaine. C'est un gros investissement financier pour les pouvoirs publics. On est à 11 millions investis. Est-ce qu'il fallait investir dans ce projet ? Oui, je pense que oui, c'est quand même un élément important, une grande fête populaire avant tout. Ça, c'est la première chose. Notre vision du Tour de France, c'est avant tout une fête populaire pour les familles. Donc, on n'a pas de problème à ce que soit organisé une fête comme ça. Après, il y a évidemment d'autres acteurs qui viennent avec l'élément city marketing, de pouvoir avoir une ville attractive. Et le problème aussi, c'est évidemment qu'il y a des sponsors qui s'en mettent plein les poches derrière. Mais sur la question de l'attractivité de la ville, par exemple, on pourrait très bien aussi... Donc, on va avoir la STIB qui va être gratuite pendant les moments où le Tour de France sont là. Donc on voit bien que ça résout la question de la mobilité. Mais si on rendait les transports en commun gratuits toute l'année et certainement pour les touristes aussi, là on aurait une occasion de rendre la ville attractive pour tout le monde et au niveau social aussi. Et alors on conclut là sur un de vos chevaux de bataille. Absolument. Voilà, je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. Je vous remercie de nous avoir suivis. Attention, dès lundi, l'interview passe en horaire d'été et donc c'est à 18h15, juste après le journal que vous retrouverez Jean-Jacques Deleu. D'ici là, ce seront les experts demain avec Hervé Doyen et Gaëtan Van Goetsenhoff. Belle fin de journée à tous, puis bonnes vacances pour ceux qui partent.